Premiumbeat.com. Nous avons commencé par l'étape la plus facile, à savoir les objets qui étaient saisis directement par les services de renseignement et que nous estimions être objets de l'infraction. Et ces objets sont classés dans la sauvegarde numéro 1. Il s'agit des munitions de guerre et j'ai fait notamment la gaine est présumée être gaine d'un revolver, d'une arme GP. C'est la sauvegarde 1, dont les objets sont là. Il y a là maintenant. Donc il y a là-dedans 42 munitions et 7 gaines. Les autres là, c'est des tralala. Ce sont les objets qui viennent en appui de l'infraction de la détention illégale d'armes de guerre. Dans la sauvegarde 2, les objets qui nous ont été remis, en le fouillant, nous avons retenu certains autres. Nous avons retenu certains objets que nous considérons avoir un lien avec des infractions rétinies. C'est la sauvegarde 2. Donc nous disions donc que la sauvegarde 1, nous avons 2 munitions, 42 munitions 9 mm, gain de GP, matraque électrique, passeport ordinaire établi au nom de M. Mamachuchu Edouard en cours de validité. Ce sont les objets que nous avons estimé retenir pour le présenter devant la cour. À la sauvegarde 2, ce sont les objets que nous avons retenus après vérification de tous les objets qui nous ont été remis. Et là-dedans, cette sauvegarde qui est cotée de 1 en 21, 2 documents ont retenu notre attention et nous avons estimé important et utile de les présenter à la Cour. Il s'agit de l'attestation d'enregistrement d'armes à feu d'autodéfense. Cette pièce est classée à la code 7 de cette sauvegarde. Le document établi au ministère de l'Intérieur de l'époque. Nous continuons avec ces rapports. Nous avons aussi retenu certains autres documents que nous avons classés dans la sauvegarde numéro 3. Dans cette sauvegarde, nous avons des documents que nous avons obtenus après réquisition faite à l'ANER, service de renseignement ANER. Nous avons donc requis l'ANER pour nous permettre d'analyser certains appareils saisis chez le prévenu Mamachuchu. Il y a eu des ordinateurs, il y a des appareils de communication,
les caméras et tout cela. Et l'ANER, après avoir fait des analyses techniques, nous a fait un rapport. Il est apparu dans ces rapports de l'ANER que, à partir de documents retrouvés dans les analyses, que l'honorable Mwanga Chuchu est très lié au Rwanda. Il a beaucoup d'activités au Rwanda, notamment qu'il serait membre de la diaspora rwandaise. Projet de développement du Rwanda, des investissements pour développer le Rwanda, sont contenus dans ce rapport. Il y a des activités, il y a des investissements, et un intérêt particulier pour la société Rwanda Air, où il y a des documents qui renseignent qu'il y a des tenues de réunion, de travail dans la gestion, l'administration de cette société, qui laisse penser que certainement, probablement Machuchu serait actionnaire de Rwanda Air. Or, vous savez que ce pays est hostile à la République démocratique. Cela nous a fait tiquer qu'un député congolais soit aussi intéressé par en ayant des activités dans ce pays. Donc, les documents de l'ANER sont là, la liste est versée dans le dossier. Les rapports de l'ANER renseignent notamment que le rapport est versé dans le dossier, je pense à la côte 4, dans la Soufard, le rapport de la compagnie rwandaise, vente de billets, de réunions et tout cela, résumé d'une présentation de projet 1035, renforcement des liens entre la diaspora et le gouvernement rwandais afin de promouvoir le développement et l'investissement. Le jugement de la juridiction populaire appelée communément Gachacha dans le secteur de Mubuga, d'ici de Karongi. 3 photocopies des passeports rwandais, bon, qui ne sont pas établis en son nom, mais quand même de passeports rwandais qui sont trouvés là-bas. Réunion avec le personnel de Rwanda Air Express, rapport sur le contrôle de gestion des stocks du camp de Mugina Teko, un camp qui est construit dans le Rwanda. Et il y a des rapports de gestion de ces camps-là. Demande de passeport de la Direction générale de l'immigration rwandaise, pas demande faite en son nom, mais par quelqu'un d'autre. Devis de construction d'une maison d'habitation dans la commune de Remera, au centre de Kigali. Demande de permis de conduire rwandais. Et puis il y a un répertoire de téléphone, et la liste est dans le dossier. Il y a des billets de voyage Kinshasa-Kigali, réservation dans les hôtels, et quelques notes de perception de la DGRAD Congo, de la République démocratique du Congo. Dans ces conclusions, l'ANER, répondant à notre réquisition, dans sa conclusion, dit ceci: eu égard à ce qui précède, ces pièces tirées des 4 clés USB de 2 appareils Techno F1 de couleur noire et XTG de M. Mwanga Chuchu lui ont été présentés et il a plusieurs documents prouvent ses intentions suspectes et intérêt d'obtenir la richesse du Congo pour servir son pays, le Rwanda. C'est le rapport de l'ANER. Cette investigation numérique vient en appui du travail d'enquête réalisé par les OPJ. Le rapport de l'ANER que vous trouverez dans le dossier dans la Soufard 3, de la côte 1 à la côte 4. Nous avons la Soufard 4 qui est Soufard 3, nous avons dit c'est le rapport de l'ANER. Soufard 3. La Soufard 4, nous avons aussi réquisitionné les
service du conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité. Conseiller en matière de sécurité. Parce que, en son temps, ces services-là de sécurité de notre pays avaient effectué quelques enquêtes et avaient envoyé une mission dans le Nord Kivu en rapport avec la situation d'insécurité et les informations que les conseils spéciaux avaient. Et cette commission était descendue notamment dans les installations de la SMB où elle a perquisitionné. Nous avons donc un rapport, nous avons le rapport de cette commission ainsi que certains éléments que le CNS nous a fournis en répondant à notre réquisition. Ainsi donc, de ces rapports, nous retenons qu'ils seront enrichis par d'autres éléments. Nous retenons que le détachement de la police commis à la garde et la sécurisation du site SMB à Rubaya serait formé, d'après ces rapports, de militaires qui sont en réalité des démobilisés de l'armée rwandaise, qui sont utilisés pour sécuriser et à qui il a été doté des tenues de la police, d'après ces rapports. Les tenues de la police nationale congolaise. Avec la négligence coupable qui frise la complicité des autorités de la police nationale, des autorités de la police provinciale du Nord Kivu qui se sont succédés. Et cette commission, étant descendue pour vérifier ces informations sur place, a eu des difficultés, c'était en 2022, a eu des difficultés pour accéder à cette concession parce qu'il y avait des interférences des autorités nationales, des autorités à tous les niveaux, à commencer par le chef d'état-major général de l'époque, suivi certaines autres autorités, même de l'année, qui ne voulaient pas, qui voulaient savoir pourquoi cette commission est descendue là-bas pour perquisitionner sur ordre de qui. Finalement, cette commission a perquisitionné et elle a fait un rapport qui gît dans le dossier rapport CNS qui gît dans le dossier dans la sous-farde 4 donc de la côte 1 à la côte 10. Je vais déposer ça. Ainsi donc, cette commission, en son temps, en 2022, au mois d'avril, mois de mai, arrivée dans la constitution SMB, a travaillé en présence du commissaire principal, Mouchamali Roy, ici présent, qui les a accueillis et il sait comment ça s'est passé. Et cette commission a constaté que les policiers qui gardaient cette concession étaient dotés en d'armes, d'après la commission, d'armes armes neuves. J'aimerais avoir le confirmer. Et que cette commission a aussi constaté qu'il y avait des armes lourdes. Alors que la police affectée à cette garde-là, là-bas, était dotée des armes AK-47 seulement et quelques armes anti-émeutes. Mais cette commission aurait vu des armes lourdes en son temps. Le rapport de la commission. Il y a d'autres documents qui ne sont pas très importants que le CNS a fournis. Mais le plus important, ce sont ceux que nous avons énumérés là-bas. C'est le rapport par rapport à cette unité affectée, détachée par la police pour la sécurisation et la garde des installations de la SMB. Nous avons des documents obtenus de l'auditorat supérieur du Nord Kivu, qui a été instruit pour poser certains actes. Dans cette sous-farde, nous avons des documents qui viennent corroborer les rapports du CNS. Pardon? C'est une autre sous-farde. Une autre sous-farde, la sous-farde 5.
que je vais déposer. La sous-FARD 5, le rapport de l'auditorat, disais-je, contient des documents qui viennent corroborer les rapports faits par le CNS. À savoir que les policiers affectés au détachement des ventes sécurisées et gardées étaient constitués en violation de la loi parce que c'est une infraction qui, en droit pénal militaire, est qualifiée de clientélisme. Qu'est-ce que le clientélisme? Une autorité qui a le pouvoir de recruter, d'envoyer, de détacher des militaires qui forment une unité, ne peut pas, lorsqu'il forme cette unité, ne prendre des éléments que d'une seule ethnie, d'une seule communauté, d'un seul groupe religieux. Or, qu'est-ce qui se passe? D'après le rapport de l'auditorat supérieur, corroboré par le rapport du CNS, les unités qui formaient, les militaires qui formaient, les policiers qui formaient cette unité-là, étaient constitués majoritairement des éléments de l'ethnie Tutsi. Et puis, grave encore, ces autorités de la police, ces autorités de notre police, de la province de Nord, se sont permis, je ne sais pas comment ils ont fait, pour n'avoir que ces éléments-là, qui sont des transfiges du M23 et du CNDP. Ce sont des éléments, des anciens éléments du M23. Quand le M23 a été défait, le CNDP, ces éléments, par le fait du brassage, qui était une mesure nationale, ont été récupérés dans la police. Mais qu'est-ce qui se passe? Les autorités militaires du Nord Kivu, de la police du Nord Kivu, certainement sur la demande des autorités de la SMB, responsables de la SMB, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils prennent dans cette unité des éléments venant seulement de cette unité. Pourquoi cette situation? Point d'interrogation, nous allons le débattre. Ce sont ces éléments-là qui, d'après le rapport de l'auditorat, constituaient en fait une réserve. Une réserve pour les M23, auquel les M23 devaient recourir le moment venu. Et le moment en question, c'est lequel? C'est celui-ci où le M23 a repris les hostilités. En effet, ces éléments qui formaient cette unité ont été relevés, sont rentrés, mais au jour d'aujourd'hui, dans le rapport, Chamaliro a dit qu'ils étaient attaqués. Mais au jour d'aujourd'hui, aucun de ces éléments n'est visible. L'autorité provinciale actuelle, dans son rapport, a dit, qui est versé dans les dossiers, il a dit 9 éléments ont fait défection pour rejoindre le M23. Il a dit 9, mais aujourd'hui, ils ne sont pas à mesure de prouver où sont les autres, les restes de cette. Voilà la situation, selon que le rapport nous a été fait. Et tout cela, c'était à la demande des autorités de la SMB, dont l'honorable Mwanga Chuchu est le premier responsable. Les policiers de son obédience pour sécuriser. Or, cela nous est interdit par la loi. Nous allons développer. Et là, qui ont été retrouvés cachés dans la concession de SMB. Ce sont ces armes-là. Et le PV de saisie qui sont là nous renseignent sur l'entrée des armes, sur la quantité, les types d'armes qu'il y a là-bas. Ce sont les armes que l'auditorat du Nord nous a envoyées. On fait le constat des armes saisies dans la concession de l'honorable Mwanga Chuchu à Boubaya. C'est la côte, de la côte 178 à 183. Toujours dans ces rapports, les responsables de la SMB signent un contrat de gardiennage avec la police. Un contrat pour 43 éléments de la police. Curieusement, sur le terrain,
Ces éléments se retrouvent à 70, tantôt à 80, tantôt à 60 plus. Alors que le contrat officiel signé porte sur 43 éléments. D'où viennent les surplus et pourquoi? Quand nous savons que la majorité de ces policiers, même du M23. Voilà la situation de ce que nous avons rapporté dans la sous-farde 5 que nous déposons. Nous avons la sous-farde 6 qui reprend, nous avons aussi requis la police, l'inspectorat général de la police, qui avait en son temps aussi effectué des missions sur base de toutes les informations selon lesquelles les policiers, toujours ces policiers qui étaient affectés à la concession SMB, c'était des policiers irréguliers. Et l'inspection de la police devait de vérifier cette situation. Ils ont fait un rapport, et c'est ce rapport-là que nous avons dans la sous-farde 6. Dans la sous-farde 7, parce que le commissaire principal Mouchamali avait été envoyé, avait été amené, transféré ici de Goma, et quand il a été transféré, les documents et les objets saisis auprès de l'honorable chez avaient été déjà déposés devant la cour. Nous avons estimé que le PV établi, le PV d'interrogatoire de commissaire Mouchamali, qui était venu avec lui, nous devrions les déposer aussi à la cour. C'est ce que nous avons classifié dans la sous-cote, dans la sous-farde numéro 7. La sous-farde numéro 8. La sous-farde numéro 8 est constituée des documents que nous avons retrouvés après l'ouverture du coffre-fort. Avec votre autorisation, Monsieur le Premier Président, nous voudrions ainsi mettre un point sur le comportement de nos amis de la presse. Ils savent qu'ils sont tenus par leur déontologie, qui leur interdit de publier des choses qu'ils n'ont pas vérifiées, dont ils ne connaissent pas la réalité, des fausses rumeurs, de publier des choses qui sont fausses. La presse a nourri les réseaux sociaux, alors que vous savez, Monsieur le Premier Président, que vous avez ordonné, lors de l'ouverture de ce coffre, que la presse ne soit pas là. Curieusement, qu'elle ne voyons-nous pas sur les réseaux sociaux? Des choses invraisemblables pour intoxiquer la population, la désinformation. Maintenant que nous avons la loi sur le numérique, je pense que les amis de la presse savent en quoi s'en tenir. Nous avons sur les réseaux sociaux des choses qui se passent, des choses qu'on publie invraisemblables. Imaginez-vous, les coffres-forts que tout le monde a vus. Est-ce que ce coffre-fort peut contenir une arme de guerre comme un RPG? Comment on peut désinformer sa population à ce niveau-là? Nous sommes officiers du ministère public. Nous estimons que nous ferons notre travail dans ce sens-là. Revenons à ce que nous avons retrouvé effectivement et réellement. Parce que nous l'avons fait à l'audience publique devant la haute cour. Nous avons retrouvé des documents, nous avons retrouvé des effets personnels de prévenir Mwanga Tchouktchou, des contacts de véhicules, et l'argent, son argent, c'est fait de son épouse, bijoux, et des documents que nous avons fouillés un par un, contradictoirement, pour ne retenir que les documents qui sont là. Ce que nous avons retenu et qui a retenu notre attention, ce sont des passeports que nous avons estimé nécessaires de présenter déposer devant la haute cour, et nous savons pourquoi, le moment venu, nous allons dire pourquoi nous avons estimé retenir des passeports. À part cela, vous aurez une liste, il n'y a pas grand-chose dans ce que nous l'avons fait d'ailleurs en présence. Donc,
Au total, nous avons 11 passeports, dont 4 passeports ordinaires et 3 diplomatiques établis au nom de M. Mwanga Chuchu Edouard, 2 passeports ordinaires et 2 passeports diplomatiques établis au nom de Madame Mukabaranga Mwanga Chuchu ou Mobera, son épouse, et un passeport ordinaire établi au nom de Madame Mwanga Chuchu Ouingambire Annie Marie. Voilà, Monsieur le Premier Président, avec l'évolution, nous pouvons avoir certains autres éléments qui vont survenir. Nous sommes en procédure de flagrance. Si jamais nous avons d'autres éléments, nous ne manquerons pas de déposer devant la Cour. Et je saisis cette occasion pour faire une mise au point. J'ai personnellement lu un pic du conseil du commissaire principal qui a dit que dans le coffre, on n'a rien trouvé qui ait un rapport quelconque avec les faits reprochés à l'honorable Mwanga Chuchu. Rentrons dans les normes du métier. Est-ce qu'il est mandaté à prendre, faire des déclarations à l'actif de ce monsieur-là? Parce qu'il n'est pas son conseil. Les conseils de Mwanga Chuchu sont restés calmes, il n'y a suivi aucune réaction, mais sur les réseaux sociaux, il y a un monsieur qui a prétendu être l'avocat du commissaire principal, qui a dit que dans le coffre on n'a rien trouvé. C'est même contre les règles de sa déontologie. On peut même en saisir le conseil de l'ordre. Ce n'est pas correct. Nous ne voulons pas en arriver là. Nous sommes en train de rechercher la vérité de manière impartiale, de manière objective. Respectons les règles du jeu et nous allons avancer correctement. Honorable Président de la Haute Cour, je m'insurge, je ne sais pas si c'est mot qu'il faut. Je suis congolais d'origine. Je suis congolais d'origine et je combats pour mon Congo. Personne ne peut me pousser à dire des choses que je ne peux pas dire. Je n'ai jamais alors été au Rwanda pour créer une société, on a dit rwandaise, si j'ai compris. Je n'ai jamais participé à aucune réunion et je n'ai jamais demandé qu'on me donne un passeport rwandais. Jamais. S'il y a un passeport qu'on trouve officiellement, que moi j'ai demandé, je ne parlerai plus ici. Donc c'est ça que je voulais vous dire tout simplement. Et puis l'ANR, c'est quel ANR? Je ne peux pas aller très loin, mais c'est quel ANR? Parce que j'étais à Demiap, cette question n'a jamais été, ne m'a jamais été posée. Tout ce que vous avez vu comme passeport, c'est des passeports congolais. Alors, moi je me dis, vraiment, je suis désolé, pour que quelqu'un puisse tout simplement avancer, pas une discrimination. Je le répète, c'est une discrimination que je ne dis pas à la haute cour, mais que les services de l'État voudraient me faire. Moi, je suis un homme intègre. Non seulement je suis intègre, mon père aussi était intègre. Il a été élu à 57. Il faisait partie du collège permanent avant l'indépendance, à Massissi. Il a été élu à suffrage universel. Je vous mets à défi, si vous ne découvrez pas ça, que mon père était élu et qu'il a travaillé honnêtement jusqu'au jour où il est décédé. J'ai été élu à 87. J'ai commencé en bas là. J'étais conseiller du territoire de Massissi. Vous ne pouvez pas quand même me donner, les gens ne peuvent pas me donner un nom ou me donner des choses que je n'ai pas faites. Je vous dis que moi là, je suis congolais, j'ai des mères. Et c'est lui qui peut me démontrer que j'ai été dans une réunion avec Rwandais et que je suis actionnaire, qui le prouve. Et je l'ai dit à haute voix, que la communauté congolaise ici présente me comprenne et la communauté internationale comprenne cela. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut dire.
C'est horrible pour moi. Moi, je suis un homme intègre congolais qui défendra ce pays jusqu'à ma mort. Mais que les gens comme ça commencent à raconter des histoires, comme la télévision ici qui a dit que dans mon coffre, on a trouvé des armes que je vois trimballer ici. Moi, ce n'est pas cela. J'ai dit. Monsieur le Président de la Haute Cour, honorables membres de la composition, Monsieur l'auditeur général, je vous remercie pour la parole. En ce qui concerne les conseils de Mongatutu, comme vous venez de le constater, aucun avocat ne donne des réactions à chaud. Lorsque les pièces viennent de nous être présentées, les rapports dont nous venons de prendre connaissance ensemble, nous ne pouvons pas nous permettre, compte tenu des intérêts supérieurs de notre client, de donner une réaction à chaud. C'est pourquoi nous estimons qu'une remise s'impose pour nous permettre de donner une réaction à froid et aussi détaillée que les rapports. Très méthodique, parce que nous sommes devant une cour militaire qui est habituée aux choses méthodiques. Nous ne sommes pas venus ici pour faire du verbiage, donc c'est pourquoi nous sollicitons à votre pièce de cour de nous laisser le temps nous-mêmes de compulser ces rapports et de retirer les éléments que nous pouvons venir discuter devant vous à une date ultérieure qu'il vous plaira de fixer. La Haute Cour a reçu 2 documents. Le GEF a reçu 2 documents signés par l'un signé par Maître Yakouli et l'autre signé par Maître Kalouba. Yekouli. Sorry. Et l'autre signé par Maître Kalouba. Le premier est une demande de mise en liberté provisoire. Parlons du rapport que nous venons vivement d'écouter tout à l'heure. L'assistance ainsi que de la Cour vient de constater que c'est aujourd'hui que le contrat judiciaire vient réellement d'être établi. C'est aujourd'hui que nous connaissons réellement ce qui est reproché à notre client. C'est aujourd'hui, naturellement, que nous devons commencer à organiser notre défense par rapport aux faits reprochés à notre client. Il en va de soi de parler des droits de la défense qui veut que nous ayons des temps nécessaires, matériels. Comme l'a dit notre confrère, un rapport détaillé demandera des réponses aussi détaillées. Les rapports qu'on a lus, il y a des détails qu'on n'a pas pu saisir. Les réponses sont tellement graves. La liberté de notre client est en jeu. Et nous devons en être conscients et solliciter de la Cour une remise pour nous permettre de réagir calmement, ainsi respecter les droits de la défense. Nous avons dit aussi là. La RDC. Encore. Oui, merci Monsieur le Président, honoré membre de la composition, Monsieur le garant de l'ordre public. Votre honneur, surabondamment, nous sommes le conseil de Mouchangali Robert. Votre honneur, vous allez constater avec nous que notre client était poursuivi pour complice. Et à ce jour, en écoutant ce que le ministère public vient de nous dire, les préventions ont été modifiées. C'est-à-dire, nous qui pensons que le prévenu sera lié à la participation dans une des infractions retenues par votre extrait de rôle que nous avons lu, nous sommes surpris maintenant d'attendre que nous sommes poursuivis pour la trahison. Et pour ce faire, Monsieur le Président, sincèrement que nous étions préparés pour rencontrer le ministère public au regard des préventions telles que mentionnées ici. Maintenant que nous avons un contrat judiciaire, lequel contrat qui est basé sur les rapports dont on venait de nous faire lecture, dans lesquels nous avons entendu beaucoup plus parler du premier prévenu. Alors, nous devons aussi, nous à notre tour, votre honneur, que nous puissions compulser ces dossiers-là pour voir à quel niveau notre client est lié à une trahison, Monsieur le Président. Qu'au-delà de ça, Monsieur le Président,
Parce que nous venons d'écouter les contrats judiciaires, les contrats qui nous lient, nous sollicitons, nous demandons qu'il soit acté également que notre client va déposer ses mémoires uniques, parce que nous estimons que nous avons des choses à dire qui seront débattues et qui doivent être au préalable déposées par devers votre cour. C'est ainsi que nous chutons la défense de Mochangali Roi, se trouvant dans une infraction dont on n'avait pas préparé et se trouvant face au rapport dont en général ne nous lit en partiel où on n'a pas pu saisir. C'est ainsi que nous ne pouvons pas, Monsieur le Président, réfléchir dans les fardes qu'on a cités, Monsieur le Président, 8 fardes, dont dedans il y a plusieurs documents. Monsieur le Président, il y a une salle d'audience en République démocratique du Congo, on a écrit « Nous jugeons nos semblables ». Étant donné cet élément est à vous, je vous demande, comme j'ai toujours dit, le droit n'est pas militaire, la procédure de flagrance ne voudrait pas dire la précipitation, et non plus l'urgence qui n'est pas une notion de droit. Votre honneur veut nous accorder une remise, le temps pour nous de complisser ces dossiers, voir là où notre client est lié à une trahison. Parce que d'après nous, nous nous sommes trouvés innocents, mais collés d'une infraction que nous devons débattre en complissant et étudiant minutieusement les dossiers. Nous avons dit, Monsieur le Président. Pour rappeler, heureusement que dans sa conclusion, il a dit que nous sommes en procédure de flagrance. Nous n'avons jamais déposé une décision de renvoi devant la haute cour dans laquelle nous disons que nous faisons. Nous avons dit, au vu des éléments, ces gens, les préventions ont été présentées devant la haute cour en procédure de flagrance. Et c'est dans cette procédure que les rôles actifs du juge pénal est mis en exergue. Donc, qualification, nous avons dit, nous estimons, moi et vous, nous parlons français, donc nous estimons que les premiers peuvent être poursuivis pour tel tel. Et en matière de flagrance, l'instruction, la qualification peut évoluer selon la dynamique de l'instruction. Si déjà dans la procédure ordinaire, les juges à la latitude n'est pas lié par la prévention retenue par le ministère public, déjà en procédure ordinaire, a fortiori procédure de flagrance. Donc nous estimons, n'empêche que vous pouvez demander du temps pour vous préparer par rapport à ce que nous estimons comme infraction mise à la charge, mais on ne dise pas que les qualifications selon les éléments que nous sommes en flagrance, nous le répétons. Nous avons dit que le ministère public venait de faire. C'est-à-dire, il y a eu l'ouverture du coffre-fort et le ministère public a énuméré un certain nombre de pièces qui sont certainement sorties du coffre-fort et également le rapport de service de sécurité ANER et également CNES. Donc ici, il n'y a pas un débat à faire parce que les pièces qui venaient d'être soumises par le ministère public à la Cour seront débattues par tout le parti. Donc ici, on ne dise pas que nous n'avons pas préparé l'infraction. Je ne comprends rien. Parce que est-ce qu'on prépare l'infraction ou on prépare la commission de l'infraction? Ou on planifie la commission de l'infraction? Parce qu'on dit non, nous n'avons pas préparé l'infraction de trahison. Nous estimons que peut-être on n'a pas bien compris les choses. On n'a pas bien compris les choses. Ici, on ne vient pas préparer l'infraction. Hein? On doit préparer la défense. Donc, Monsieur le Premier Président, nous estimons que c'est une procédure de flagrance.
À chaque fois, on viendra pour vous dire, nous avons besoin d'une remise. Parce que nous allons préparer la défense. Nous allons préparer la défense. Mais nous estimons que, en ce qui nous concerne, les pièces sont à la disposition de la Cour et on doit instruire, avancer avec la procédure et toutes ces pièces-là, le rapport, les différents rapports qui vous ont été soumis tout à l'heure par le ministère public, ces rapports-là seront à la disposition de tous les avocats que nous sommes. Donc, ça ne sert à rien de renvoyer, et on risque de sortir d'un procès de flagrance à un procès ordinaire. Donc, nous estimons que, en ce qui nous concerne, nous, partie civile, nous estimons qu'on doit devoir instruire l'affaire, avancer, et d'ailleurs, je viens de suivre tout à l'heure que le premier dise que il est, je m'excuse, il est congolais d'origine. Il n'a jamais été au Rwanda pour créer quoi que ce soit. Donc, il est rassuré. Il est rassuré. C'est un Congolais d'origine. Il a tous les éléments nécessaires pour défendre sa cause. Donc, nous demandons aux avocats, les prévenus qui s'agitaient ou qui s'agitent tout à l'heure, d'être calmes et que nous puissions procéder à l'instruction. Je crois au moment opportun, la Cour va décider s'il faut renvoyer à la week-end ou pas. Nous avons dit. Du code judiciaire militaire pour rappeler aux parties prévenues qu'il s'agit d'une traduction directe. C'est l'équivalent de la flagrance. Le ministère public traduit directement les prévenus devant la juridiction des jugements. Les parties viennent connaître les faits à l'audience publique. Donc, pour la République démocratique du Congo, les faits sont extrêmement graves. On ne doit pas continuer à renvoyer alors qu'il y a des concitoyens qui sont tués à l'est du pays et que le prévenu a commencé déjà sa défense, votre honneur. Nous retirons votre honneur si votre honneur, Monsieur le Président. Nous voulons dire que les premiers prévenus, a même réagi au rapport qui a été ou qui ont été déposés par le ministère public. Dès lors que le prévenu lui-même réagit. Mais les avocats ne peuvent que compléter les prévenus et non venir s'opposer à l'instruction. Donc la République démocratique du Congo, partie victime, est là pour l'instruction de la présente cause et s'il s'agit de dormir, nous allons dormir ici. Les éléments, au lieu de saisir toute la maison, les valises, les consorts, tout cela, les éléments en rapport avec, qui ont un lien avec les infractions que nous estimons retenir à chaque prévenu. C'est ainsi que, quand on a ouvert le coffre-fort, avec en présence de la composition, il a été décidé que les éléments qui n'avaient aucun lien, notamment son argent, nous avons son argent et d'autres effets personnels lui ont été restitués séance tenante. Et un PV a été signé. Réceptionner ces effets. Oui, les effets que nous avons réceptionnés sont ceux qui étaient dans les coffres forts. Mais d'autres effets, dans le tout que vous avez vu là-bas, les documents et tout autre effet en dehors de ceux qui étaient dans les coffres forts ne sont pas encore restitués. Mais, Monsieur le Président, il s'est posé un problème. Parce que pour ceux qui étaient dans les coffres forts, l'inventaire était fait contradictoirement. Malheureusement, les effets qui n'étaient pas dans les coffres forts
ont été inventoriés à notre insu. D'où nos critiques éventuelles sur les fardes qui sont là. Lorsque nous aurons à analyser ça, nous allons dire avec clarté qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait, qu'est-ce qui a été ajouté, qu'est-ce qui n'était pas là en amont. Ou carrément on va rejeter ça en bloc. Ok, ça va. Monsieur le Président, il y a une autre chose très importante parce que avant de passer, on estimait qu'on avait estimé qu'il n'y avait pas d'objection à faire par rapport à la réaction à chaud. Mais nous vous disons que au moment où nous parlons là, notre client, son patrimoine et même sa famille continuent à être maltraités, traqués. Il y a 2 jours passés, sa ferme de Kindobo a été visitée par des hommes armés et ils sont là jusque-là. Nous ne savons pas, en dehors de la procédure qu'il y a ici, s'il y a encore d'autres poursuites qui sont faites et comment concilier ces procédures-là parce que sa femme est très mal à l'aise. Des faits relatifs aux infractions mises à charge de M. Tchouchou. Peu importe que le ministère, parce que le ministère public l'a dit, que pour eux, les enquêtes continuent. Ça veut dire que la phase préjuridictionnelle, dans les cas des infractions flagrantes, pour le ministère public, ne se termine jamais. Puisqu'il dit, même les infractions qu'il vient de nous donner ici comme contrat judiciaire, c'est ce qu'ils estiment. Évidemment, nous sommes d'accord avec la Cour lorsqu'elle dit qu'on apporte les faits et vous donnez les droits. Mais on ne peut pas apporter les faits ad vitam à l'éternel. À un moment, on doit s'arrêter. Même les bonnes choses doivent avoir une fin pour pouvoir permettre à la défense de pouvoir bien calibrer sa défense. Mais au moment où nous parlons, ce que nous constatons, c'est qu'il y a comme une sorte d'acharnement. Des militaires puissamment armés avec roquettes et tout vont dans les fermes se promener et ramènent des batteries, des biens qui n'ont aucun lien parce que la Cour a demandé que le ministère public continue les instructions pour ce qui est en lien avec les faits reprochés à tel client. Mais là maintenant nous déplorons des vols. Nous ne voulons pas citer le nom de l'inspecteur pour ne pas l'exposer. Nous allons faire des écrits et nous pensons que nous sommes en ce moment-ci, sous la protection de la Cour, dès l'instant où vous êtes saisi, le parquet ne peut pas agir comme s'il avait les mains libres de poser n'importe quel. Y compris en Goma, il y a des jeeps qui ont été emportés. On ne comprend plus finalement ce que le ministère public recherche ou si c'est le ministère public, parce qu'on ne sait même pas si l'inspecteur agit proprement ou s'il parce qu'il débarque là-bas sans aucun document de l'auditorat. Et ça, je pense que ce sont des irrégularités graves que nous pouvons dénoncer que par devant vous. Quand bien même vous estimez que vous êtes saisi pour d'autres faits, mais tout ça, ça entoure de notre procès et nous estimons que nous sommes sous votre protection en ce moment parce que les droits de la défense sont garantis et définis. Il doit y avoir des choses qui doivent être faites en dehors de cette phase, la haute cour le dira. Mais si vous constatez qu'il y a des faits qui n'ont rien à voir avec la procédure en cours, il vous appartient de dénoncer auprès de l'organe de poursuite. Il va se saisir des faits. Parce que là où il est encore présumé innocent. Voilà. Ceci dit, avant de continuer, nous devons quand même arrêter ce débat parce que nous sommes en train de faire le tourner en rond. Nous revenons au prévenu Mwanga Tchouchou. Je disais tout à l'heure qu'il y a eu des documents. Vous devez préciser à la haute cour militaire ce que vous cherchez. Il y a eu 2 documents en date du 3 avril. L'un intitulé « Demande de mise en liberté provisoire » en faveur de Mwanga Tchouchou. L'autre intitulé « Mémoire sur exception d'inconstitutionnalité ». Le greffe les a réceptionnés. Et le 10 avril, il y a une autre demande de mise en liberté provisoire. Alors, après avoir entendu ce qui s'est passé aujourd'hui, est-ce que vous tenez à ce que la haute cour vous réponde, ou bien vous tenez à ce que nous allions vous renoncer et on continue? À vous. Nous avons aussi écrit pour vous prévenir de l'éventualité
de soulever la question de l'exception d'inconstitutionnalité. C'est une exception. Elle devra normalement être soulevée, mais nous l'avons fait d'abord par écrit, et au moment opportun, nous pouvons revenir sur cette exception. Là, vous soufflez le chaud et le froid. Ça ne se fait pas comme ça. Choisissez une seule fois. Ok. Et comme ça, la juridiction vous répond, on avance. D'accord. Je soulève alors l'exception d'inconstitutionnalité. Monsieur le Premier Président, distingués membres de la composition, messieurs organes de la loi, la RDC, c'est un état de droit. C'est ce qui est dit à l'article 1er de notre Constitution. Et dans cet état de droit, nous avons un ordre juridique composé de lois à la tête duquel existe la Constitution. Et toutes les lois doivent être conformes à la Constitution. Nous mettons en cause deux textes. Vous avez premièrement le texte de 1978 qui reprime les infractions intentionnelles flagrantes. Nous mettons aussi en cause la loi portant code judiciaire militaire numéro 023/2002 du 18 novembre 2002. Ce sont les deux textes, les actes législatifs, que nous mettons en cause en considérant que ces actes sont contraires à la Constitution. Je vais expliciter pour qu'on ne puisse pas me prêter les intentions. Je commence avec le premier texte, le texte de 1978. Vous prenez son article 1er. Cet article permet de saisir une juridiction par simple présentation. Et c'est l'imbroglio dans lequel nous nous trouvons, où il n'y a pas de décision de renvoi, il n'y a pas la décision de traduction directe. Si on était devant les juridictions de droit commun, on parlerait de la citation directe, on parlerait de la citation en provenue. Mais à cause de cette loi, article 1er, on se retrouve uniquement avec les procès-verbaux de la police, des services de renseignement, et on ne vous dit pas clairement c'est pourquoi on est poursuivi. Nous estimons que cette disposition-là est inconstitutionnelle dans la mesure où le droit de l'enfance est garanti et que toute personne déférée devant le juge doit connaître le motif de son accusation. Et d'ailleurs, lorsque j'ai compulsé le pacte international sur le droit civil et politique de 1976, donc 2 ans avant cette loi, on vous dit on doit lui notifier de manière détaillée les motifs de son accusation. Dans la pratique, je n'apprends rien à personne. On sait qu'on donne les libellés de prévention et on articule les faits dans le cas d'espèce. Dans les cas d'espèce. Avoir dans la République démocratique du Congo fait ceci, fait cela à tel jour, telle date, par tel moyen. Cet élément-là ne se trouve pas dans les dossiers à cause de cette loi. Je dénonce encore l'article 9 de cette loi. Cet article donne la possibilité à la juridiction saisie de pouvoir d'abord prononcer sur le dispositif et puis venir rédiger 48 dans les 48 heures. Alors que la Constitution de la République est claire. Toute décision doit être écrite et motivée.
Ce n'est pas qu'on écrit d'abord, qu'on donne d'abord le dispositif et puis on écrit la motivation après. Non. Écrite et motivée, c'est ce qui est dit à l'article 21. Et donc, ce texte nous met à mal. Il viole le droit de la défense dans la mesure où on ne connaît pas exactement ce pourquoi on est traîné devant la justice militaire. In concreto, c'est différent avec les libellés de prévention. C'est différent avec les libellés de prévention, avec les dispositions de la loi. Il faudrait qu'on nous précise. Le deuxième texte, c'est la loi portant Code judiciaire militaire. Ce texte est aussi inconstitutionnel. Comment inconstitutionnel? Je commence par l'article 153 de la Constitution, alinéa 3, qui fait de la Cour de cassation le juge de membres du Parlement, donc des députés. Curieusement, vous avez un autre texte, le Code judiciaire militaire, qui lui, en son article 120, fait des députés justiciables des juridictions militaires. Voilà une contradiction. Ça, c'est un texte, une loi ordinaire, mais ça, c'est la Constitution qui a été adoptée après, 2 ans après. Et là, lorsque le Constituant parle des infractions, on ne fait pas la distinction entre les infractions militaires et les infractions de droit commun. On parle des infractions tout court. Nous trouvons que ce texte-là est inconstitutionnel. Aussi, vous avez les dispositions de l'article 248 que la Haute Cour nous a opposé lors de l'audience au CPRK. Cette disposition déclare que toute déclaration faite en voie de recours au greffe est jointe à la procédure en cours. En d'autres termes, même le pourvoi en cassation, qui a un effet suspensif, suivant les dispositions de l'article 47 de la loi organique portant procédure devant la Cour de cassation. C'est une contradiction. Je parle de la loi organique parce que tout juriste sait que la loi organique, c'est une loi complémentaire à la Constitution et vient préciser des choses. Et donc, la loi ayant décrété l'effet suspensif et du délai et de l'exercice de voie de recours, on ne peut pas accepter qu'un texte ordinaire puisse venir anéantir ses effets. Voilà les 2 grands points que j'ai pu relever comme étant des points d'inconstitutionnalité. Au-delà de ça, vous avez une autre disposition dans la loi organique qui dit que la Cour de cassation est la seule juridiction habilitée à autoriser la mise en détention d'un député ou d'un parlementaire. Seul. Mais on est là, la détention est autorisée par qui? Je ne sais pas. Et d'ailleurs, cette disposition-là permet à ce que la détention soit même convertie en résidence surveillée. Tout ça, nous avons dénoncé. La Cour, la haute cour que vous êtes, répondant, se camoufle toujours derrière le texte, ce qui est normal. Comparant les 2 textes à la Constitution, nous trouvons que c'est inconstitutionnel. Conséquence. Je vous apporte l'article 76 du Code de justice militaire. Je vous apporte l'article 162 de la Constitution. Je commence avec l'article 76 du Code de justice militaire, l'alinéa 4. Code judiciaire portant
Code judiciaire militaire. Je corrige. Cet article dispose ceci. Elles, les juridictions militaires, sont incompétentes pour 76. C'est-à-dire les juridictions militaires sont incompétentes pour statuer sur la constitutionnalité de loi et des actes ayant force de loi. Point. Les exceptions soulevées à cet effet sont portées devant la Cour suprême de justice, aujourd'hui, Cour constitutionnelle. Nous revenons à l'article 162 de la Constitution. Le dernier alinéa. Toute personne est habilitée à pouvoir soulever une question, une exception d'inconstitutionnalité dans une affaire qui la concerne. Et quelle est l'attitude qu'on doit adopter? C'est ce qui est dit à l'alinéa 4. La juridiction devant laquelle cette exception est soulevée doit surseoir à statuer toute affaire cessante et saisir la Cour constitutionnelle. La ratio legis de cette disposition, vous pouvez trouver aux dispositions de l'article 168. C'est tout simplement parce que s'il arrivait que la Cour constitutionnelle déclare les textes de Ferré inconstitutionnels, ces textes sont déclarés nuls et ne peuvent jamais être appliqués dans cette affaire. Voilà pourquoi je chute, sous réserve d'être complété par mes distingués confrères, je chute en disant: appliquer la Constitution. C'est la loi des lois. Ici, une circulaire ne peut jamais être comparée à la Constitution. La Constitution reste la loi fondamentale. Je vous demande tout simplement de surseoir et de nous renvoyer devant la Cour constitutionnelle. Elle, si elle nous dit c'est conforme à la Constitution, on revient. Si elle nous dit que ce n'est pas conforme à la Constitution, on en tirera toutes les conséquences. J'ai dit, Monsieur le Président. Nous n'avons rien compris. Parce que tantôt il y a violation de la loi, tantôt il y a inconstitutionnalité de texte. Nous pensons tout simplement, pour ne pas perdre du temps à votre auguste cours, de rejeter ces moyens dilatoires il serait mieux de rejeter tout simplement parce que on dit bien un texte en dehors de son contexte, c'est un prétexte. Il y a inconstitutionnalité des textes, il y a tantôt violation des textes. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on veut dire concrètement? On ne comprend rien. On vous demande tout simplement de surseoir et d'aller saisir la Cour constitutionnelle. Mais il faut lire bien le texte et les comprendre. Parce que si on a bien lu et on a compris les textes, on ne peut pas soulever cette exception-là. Mais tout simplement, on veut embrouiller l'instruction. C'est comme l'un des confrères a dit, les faits sont graves. Et vous avez vu tantôt là, les prévenus qui étaient forts, quand ils faisaient, au fait, il y a eu, on a appelé les parties, les avocats actés de la comparution, les prévenus étaient très forts, à bonne santé. Mais après les rapports du ministère public, vous avez vu, il était incapable de se tenir debout. Et même les micros, les avocats ont pris les micros pour donner aux prévenus. Laissez le premier tranquille. Donc, oui, Monsieur le Président, si nous revenons là-dessus, parce que nous voulons vous démontrer
que ce sont des manœuvres dilatoires, purement dilatoires. On ne veut pas que votre auguste de cour puisse instruire cette cause. C'est ce que vous avez demandé vous-même. Tantôt, la mise en liberté, la demande de mise en liberté provisoire, tantôt inconstitutionnalité. Et tout à l'heure là, la remise qu'on a sollicitée. Donc, tout simplement, nous voulons vous dire qu'aucun texte soulevé ou une disposition légale lue tout à l'heure n'est inconstitutionnel. Donc, sans être juge de la constitutionnalité, nous estimons, Monsieur le Président, que c'est un dilatoire, purement. Et vous avez tout simplement rejeté. Parce qu'on veut vous dire tout simplement que vous, lorsque vous avez rendu votre décision, avant dire droit, vous n'avez pas pris le temps de motiver cette décision. Mais si la décision n'a pas été motivée, quel est le sort de cette décision? Il fallait aller au degré d'appel. Mais on revient là-dessus, et en plus on vous dit non, non, c'est inconstitutionnel. Mais qu'est-ce qui est inconstitutionnel? Parce qu'on n'a pas compris. Il y a eu plusieurs dispositions qu'on a évoquées, mais sans les lire, sans les comprendre. Et on dit tout simplement en chiffre pour dire non, c'est inconstitutionnel. Mais qu'on nous lise un peu les dispositions et nous dire quelle est la disposition légale qui est inconstitutionnelle. Nous voulons comprendre parce qu'on n'a rien saisi. Nous avons dit, Monsieur le Premier Président. L'instruction, c'est aussi l'instruction à l'audience. Même si on pouvait accorder le temps, parce que les constitutionnalités sera rejetées, on pouvait accorder le temps pour aller connaître les dossiers et étudier les pièces. Cela n'empêche pas l'auguste de cour de pouvoir ordonner l'instruction à l'audience pour qu'on puisse évoluer. Nous avons dit. Ce sont les lois maîtresses qui nous guident dans cette procédure, à savoir l'ordonnance loi 78 sur la répression, la procédure, la répression des infractions flagrantes et la loi numéro 023/2002 du 18 novembre portant code judiciaire militaire. Ce sont les deux lois pratiquement qui nous guident dans cette procédure et qui sont attaquées d'inconstitutionnalité. Nous ne voulons pas nous éterniser sur un débat qui ne peut pas avoir lieu et nous nous remettons à la sagesse de la Cour. Et ils vont, quand vous réagissez, eux aussi vont demander la parole. Nous allons veiller ici, nous allons tourner en rond. C'est très capital, Monsieur le Président. Mais si vous mettez ce que vous avez sur le papier, nous allons vous lire. Non, Monsieur le Président. D'abord, d'emblée, je voulais savoir, Monsieur le Président, puisque nous avons vu les conseils de la partie civile. Je voulais savoir, Monsieur le Président, est-ce que, puisqu'on dit qu'il ne plaît pas procureur, nous voulons savoir, est-ce que la partie civile détient une procuration spéciale? D'abord, on doit commencer par là. Les conseils ont apporté... Non, je vous réponds tout de suite. Oui, il y a une procuration. Merci. Ok. Monsieur le Président, j'ai suivi avec une attention soutenue, mais laissez-moi vous dire, les oreilles m'en sifflent, les bras m'en tombent, tout simplement. Monsieur le Président, nous avons la partie civile et ne nous a pas rencontrés. En rapport avec nos arguments massus développés tout à l'heure. Monsieur le Président, je voulais quand même lire le Magna Carta, la loi des lois, la constitution de mon pays. Constitutionnalité et la suite de le sort. Donc je crois que nous... Ouais, parce que c'est la juridiction qui doit vous rencontrer. Une partie, elle a sa position, c'est son droit. Ne tournons pas autour du pot. Nous retenons qu'il y a une exception d'inconstitutionnalité qui est soulevée par devant la haute militaire. Vos moyens, nous les avons reçus.
les moyens de la partie civile ont été reçus, la position du ministère public est connue. La Cour vous promet d'y répondre par un arrêt motivé. Dans 3 jours, vendredi, à 9h, nous nous retrouvons. La Haute Cour vous donne sa position et nous serons là-dessus. Il n'y a plus rien au rôle. Si demain, déjà, nous pouvons voir des arguments par écrit, il n'y a plus rien au rôle. Monsieur le Président de la Haute Cour militaire, mon général, audience élevée. Apposons de mon général. Armons, pied. Réponds. Dans ces rapports, il a détaillé tout simplement les éléments ou les pièces qui ont été trouvées dans le coffre-fort et le rapport venu de services de sécurité. Jusque-là, nous ne pouvons pas dire quoi que ce soit parce que c'est la procédure judiciaire qui est en cours. Néanmoins, on a vu des éléments comme les passeports, on a vu d'autres pièces. Mais je crois qu'à l'audience prochaine, lorsque nous allons entamer l'instruction, c'est à ce moment-là que nous allons tous découvrir les pièces qui ont été trouvées dans les coffres-forts. Et au fait, nous apprécions, l'audience se déroule très bien, conformément à la procédure devant la cour, la haute cour militaire. Et les juges sont aguerris, ils font correctement leur travail. Et nous avons... nous pensons que tout se déroulera très bien. Satisfait, je ne pense pas, mais toutefois, comme je venais de le dire, nous attendons analyser les pièces, parce que jusque-là, aucune pièce n'a été analysée. Le ministère public n'a fait que son rapport et a déposé les pièces devant la Cour. Donc, nous, avocats, nous n'avons pas encore accédé à ces pièces-là. Donc, lorsque nous allons lire ces pièces, c'est à ce moment-là qu'on saura réellement qu'est-ce qui est dedans, quel est le contenu de ces pièces. Nous ne sommes pas d'accord dans la mesure où tout ce qui a été présenté, nous ne sommes pas les tenants et aboutissants. Notre client vit ici à Kinshasa. Tout ce qui a été dit pour nous, ce sont des montages pour vouloir le couler. Mais nous allons attendre que le ministère public apporte des preuves. Parce qu'il dit bien que ce sont les rapports des services. La Cour n'est pas saisie par les rapports de service, la Cour sera saisie par les preuves qu'il va apporter, étant donné que nous sommes dans la procédure de flagrance. Pour l'instant, nous avons soulevé notre moyen d'inconstitutionnalité, nous attendons la réponse. Dès que la Cour va répondre, nous allons soit poursuivre, soit aller devant la Cour constitutionnelle pour juger de la pertinence de l'inconstitutionnalité qui a été soulevée devant la haute Cour militaire.